Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 janvier 2018. Actuellement, le président, le petit Bokassa, est en visite dans le Lot. Il était à Saint-Sozy ce matin pour faire sa récolte dans une école. Il est cet après-midi dans la petite ville de Souillac avec une merveilleuse abbatiale pour ceux qui connaissent cette ville. Très très jolie ville du Lot, à 30 km de Brive et 30 km de Sarlat. Les gilets jaunes sont empêchés de venir. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués au pont de Siorac, me semble-t-il. Ils sont bloqués plus haut, à Lanzac. Ils sont bloqués un peu partout. Ils sont contingentés, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction totale de liberté de circulation. Ce qui est absolument inouï. On n'a quasiment jamais vu ça dans la République, la Ve République, où tous les présidents étaient accueillis avec joie, bonheur, avec des fleurs la plupart du temps. Mais là, le président ne veut absolument pas avoir le moindre rapport, contact avec la population. C'est lui qui choisit la population qu'il va rencontrer, les 600 maires qu'il va rencontrer. Le reste, il s'en fiche. Alors, c'est pas du tout une... comment expliquer cela? C'est pas du tout un honneur pour la ville de Souillac, puisque tout est fermé quasiment. Tous les magasins, on a demandé à ce que tous les commerces soient fermés. Donc, il n'y a pas de liberté de commercer. Donc, j'en sais pas davantage pour l'instant, mais je trouve ça assez déplorable. Alors, ce matin, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Oui, ça va marcher, je crois. Ce matin, j'ai vu, sans doute comme vous l'avez vu, une vidéo. Tiens, la dame Louloute. Coucou, c'est Louloute. Chut, je t'écoute. T'as pas froid? Non, ça va bien. Mais mets quelque chose. Ouais, je me mets là. Bon, elle ose pas. Dis bonjour aux amis. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'avez vu certainement comme moi, enfin, tous les cas, c'est sur ma page Facebook. C'est sur ma page Facebook. Eh bien, écoutez, il me le donne pas. Oh, j'aurais dû te le préparer. Il me le donne pas. Puis, je sais pas mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes, pardonnez-moi. Ah, mon Dieu, mais c'est pas vrai, ça. Ça marche malheureusement jamais comme on le souhaite. C'est toujours pareil. Non. Oh, ben, un témoignage d'un policier français qui est responsable du syndicat des policiers de France, je crois, et qui manifeste son profond mécontentement par rapport à l'autorité, donc par rapport au gouvernement, que ce soit le gouvernement Macron ou quels que soient les gouvernements qui ont été mis en place. En attendant, j'essaye de faire fonctionner cette maudite machine. Et en fait, il se plaint tout en révélant la vérité, hein, parce que ce qu'il dit est tout à fait vrai concernant l'état de la police actuelle, le mauvais état de l'État, c'est-à-dire cet État qui se fiche complètement de sa police, qui se fiche complètement de son peuple, de sa responsabilité par rapport au traitement de ses employés, donc de la police, et tout autant au traitement des citoyens qui se retrouvent manipulés et massacrés par cette même police. Alors voilà, ça y est. Selon vous, d'où viennent ces violences policières envers les gilets jaunes? Sur un maintien de l'ordre, nos collègues
n'agissent pas d'initiative. Ce qu'on peut voir, c'est que nos collègues, des fois, on leur dit, mais refusez des ordres illégaux. Le problème, c'est qu'on nous dit, par exemple, je vais prendre le cas emblématique de nos collègues motards des Champs-Élysées, qui ont tiré 3 grenades lacrymogènes sur des manifestants pacifiques à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que la salle de commandement leur a dit, vous allez là, il y a des gens qui font un trouble à l'ordre public, il faut les disperser, vous tirez les grenades et vous repartez. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la situation pour savoir si l'ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose sur la place de l'Étoile, elle a été menacée régulièrement sur les premiers mouvements des Gilets jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on allait les voir, disaient mais non, il y a forcément une porte de sortie, on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif. Et malheureusement, les manifestants, quand ils essayaient de sortir, ils ne pouvaient pas, toutes les rues étaient barrées. Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire donc les ordres qui viennent du préfet de police, qui est nommé directement par le ministre de l'Intérieur. Et la haute direction de la police nationale, je rappelle que par exemple à Paris, M. Gibelin, directeur de la DOPC, donc de l'ordre public parisien, a fait des faux témoignages au serment à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla, et en novembre a été récompensé en étant nommé officier de l'ordre national du mérite par le préfet de police, qui l'a comparé au poilu de la Première Guerre mondiale. Donc voilà où on en est rendu au niveau de notre hiérarchie, à quel niveau elle est pieds et poings liés par le politique, et qu'ils sont prêts à donner tous les ordres pour faire plaisir. Donc après, il y a quelques cas individuels de nos collègues, effectivement, qui peuvent déraper, mais quand on a... Bon, alors, vous pouvez aller voir cette vidéo à cet endroit-là sur YouTube. Hein? Elle est très complète. Bon, ce qui me dérange un petit peu dans cette vidéo, surtout vers la fin, c'est que ce policier se plaint vraiment des conditions des policiers. C'est vrai qu'il y a eu plus de 70 suicides dans la police depuis 1 an, que le gouvernement et les autorités ne semblent absolument pas y prêter la moindre attention. Donc ça nous fait un peu pleurer sur le sort des policiers. C'est très bien, mais alors la question que je voudrais vous poser, messieurs les policiers, même si je peux compatir, hein, c'est normal, mais j'ai beaucoup de mal à compatir avec vous en ce moment, surtout avec tout ce que vous faites subir aux citoyens, aux personnes âgées, aux jeunes qui perdent un œil ou une main. J'ai vraiment beaucoup de mal avec vous. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, je crois qu'on est des millions de Français à avoir du mal avec vous. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en grève générale? Vous vous plaignez, vous êtes maltraité. D'ailleurs, ce policier dit ce que je vous avais dit la dernière fois, messieurs les CRS, vos 300 €, ben, vous ne les aurez pas, vous vous êtes fait enfumer. Toutes ces augmentations, c'est de l'enfumage. Et attendez, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'un type qui est capable d'enfumer 66,6 millions, en plus 666, le chiffre de la bête, 66,6 millions de Français, il ne va pas vous enfumer, vous? Mais vous êtes les premiers, vous subissez aussi. Alors si vous ne vous mettez pas en grève pour soutenir le peuple, et si vous continuez à matraquer le peuple, je n'ai aucune pitié pour vous. Aucune pitié pour vous. Parce que je vais vous montrer maintenant une nouvelle vidéo où il y a un type qui dit qu'il était venu pacifiquement. Il a reçu un coup de flashball là, sur la poitrine. Heureusement, c'est pas au-dessus du cœur. Du moins, j'espère pas pour lui. Il a dit, j'étais venu pacifiquement, là j'ai les nerfs, ça va pas durer. Ben, c'est ça que vous faites. Et après, vous allez pleurer qu'on vous tape dessus. C'est quand même un peu gros, non? Je vais vous montrer un petit docu, là, pas tout, hein, mais une partie pour que vous fassiez une idée. Alors, c'est taranisnews.com. C'est pas mal. C'est intéressant, je trouve. Ça résume un petit peu tout. Il m'attrape sur la gueule. J'ai la rage, je suis venu pacifiquement, maintenant j'ai envie de débuter. Ouais. Là, vous regarderez le reste. Hein? Vous pouvez le trouver sur YouTube. Ça s'appelle Gilets jaunes, le point de non-retour. Je vous en prie, c'est quelque chose à voir. Parce que, et surtout pour les
les bonobos et les bonobotes parisiennes. Et c'est Français, petits bourgeois qui cherchent de l'ordre dans la nation. Mais quand il y a du désordre, il faut se demander pourquoi. Et il faut se demander ici pourquoi ce fameux président que vous êtes en train d'aduler, on se demande ce qu'il vous a mis dans les yeux, parce que il a dû vous mettre des diamants dans les yeux pour les faire briller comme ça, parce que il y a plus de 60 millions, enfin, allez, on va dire 50, ou même 25 millions d'actifs qui sont contre lui. Hein. C'est énorme, c'est énorme. À votre avis, pourquoi est-ce que il y a une telle unité dans le dégoût d'un personnage, d'un président de la République? On n'a jamais vu ça, jamais. On a détesté Hollande, oui, mais pour sa médiocrité, et puis son laisser-aller. Mais Macron, c'est de la haine. On est dans un registre de haine de la part des gens. Et surtout les gens qui ont été blessés, les parents qui ont perdu leurs enfants, des personnes âgées qui ont été handicapées ou même mortes, comme à Marseille, où cette vieille dame au 4e étage s'est retrouvée avec un lacrymo tiré dans son appartement, et elle en est décédée. Les gens, ils supportent plus, ils en ont marre. Et je pense que dans le Lot à Souillac, c'est exactement pareil, ils sont excédés. Ils sont privés du droit de manifester, du droit de circuler. C'est une honte. Nous sommes dans les registres d'une dictature faite par un méchant petit homme qui va à la rencontre des maires, c'est-à-dire qui vont être son bras armé dans les campagnes contre le peuple. Alors les lapins crétins, soyez moins crétins qu'on le suppose. Alors maintenant, on va parler un peu de santé. Hier, on m'a posé des questions sur le diabète et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et je vous ai écrit un texte. Alors, si je lis pas tout, vous retrouverez ça dans Pandora 6, qui sortira bientôt. Alors, à chaque début de nouvelle année, chacun se donne pour objectif de prendre de meilleures résolutions pour sa santé. Et en chaque début d'année, ce chacun sombre rapidement dans les oubliettes avec ses intentions, poussé par on verra ça plus tard ou on verra après, pour finalement ne rien faire du tout. Le problème que nous rencontrons avec la médecine allopathique, c'est la gestion de la maladie. Ça, vous retrouvez ça dans tous mes livres. Celle-ci impose une vision unilatérale du sujet. La maladie est un problème technique géré par des produits techniques qui ont montré leur preuve de réussite, mais le véritable problème est que pour 10 preuves, il y en a 100 contraires qui ne sont jamais répertoriées. Pire, lorsque le médecin allopathique rencontre un échec, il s'en débarrasse et ne veut plus voir son client, oubliant que c'est avant tout un patient et qu'il est médecin et pas marchand de santé. Ce qu'il oublie et met de côté systématiquement, c'est la santé mentale de son patient. Ceci n'implique en aucune façon que les patients soient des fous, mais des déséquilibrés, ça c'est certain. Mais on va y venir. On va y venir tout de suite. Attention, parce que quand je dis déséquilibré, ça a plusieurs sens. Déséquilibré comment? Tout simplement en étant en déficit de vitamines et de minéraux. Eh bien, c'est un déséquilibre. Les maladies frappent plus facilement des personnes déficientes que des personnes équilibrées en vitamines, en nutriments et en minéraux. C'est pourquoi il est indispensable de manger mieux, de devenir plus actif et d'améliorer sa santé émotionnelle. Créer le désir d'une alimentation saine et d'un mode de vie sain est assez facile dans l'idée, mais s'engager vers ce projet salvateur est souvent peu suivi d'effet. De plus, même armé d'une volonté de faire, chacun se heurte à des obstacles incontournables tels que les OGM et les aliments transformés bon marché et largement disponibles, au détriment d'aliments sains et biologiques. Ainsi, opérer des changements sains
peut sembler un défi de taille, mais comme celui qui cherche trouve, celui qui veut peut. La santé déficiente n'est pas un problème que l'on peut régler dans un claquement de doigts. Il a fallu des années pour détériorer une santé, et il en faudra autant pour la restituer. Et souvent, on me pose des questions, comment régler mon problème de diabète, de sclérose en plaques, de cœur, comme si, sans connaître l'individu en question, son passé, son alimentation, son mode de vie familial, son mode de vie alimentaire, son mode de vie en règle générale, son groupe sanguin, enfin toutes ces données que chacun devrait posséder pour donner un avis. Comme si moi, qui ne suis ni médecin, ni chercheur scientifique, je pouvais régler un dysfonctionnement métabolique par une phrase, par une idée. La chose est impossible et c'est ce que je me tue à vous dire. C'est un long travail de remise à niveau pour le patient et un investissement de tous les instants. Il est vrai que les médecins ne prennent plus le temps. Ils ne prennent plus le temps d'aimer leurs patients, ils s'en fichent, ils ont des clients et plus ils en font des clients, plus ils gagnent leur vie, mieux ils gagnent leur vie. Alors ils se réservent souvent des espaces de 10 à 15 minutes par client. J'ai des amis médecins qui, eux, ne prennent pas 10 à 15 minutes par client. Ils prennent une demi-heure, 45 minutes par patient. C'est ça la différence. Ils préfèrent gagner moins et soigner mieux. Et pas travailler plus pour gagner plus. Alors il est vrai que les médecins ne prennent plus le temps, qu'ils ont des modèles de soins tout préparés par la sécurité sociale et des laboratoires pharmaceutiques qui imposent leurs produits assassins, qui, s'ils fonctionnent en partie pour une pathologie, en créent une autre aussitôt après. Alors ça doit vous étonner lorsque je vous dis qu'ils ont des modèles de soins tout préparés par la sécurité sociale et par les laboratoires. C'est-à-dire que la sécurité sociale fonctionne main dans la main avec les laboratoires pharmaceutiques. Comment? Eh bien, les laboratoires pharmaceutiques leur donnent des protocoles médicamenteux. C'est-à-dire que pour chaque maladie qu'ils ont répertoriée ou qui sont les plus fréquentes, ils vont dire, vous ouvrez bronchite, par exemple. Bronchite, voilà, il y a tel protocole, tel antibio, tel anti-inflammatoire, tel corticoïde, tel ci, tel ça, et patati et patata. Voilà, c'est tout. Ah, vous avez une bronchite, ok, protocole, bronchite, paf, c'est passé. Et ainsi de suite. Ça veut dire que ce travail de médecin n'est plus fait. Ça veut dire que vous et moi, on a le petit livret de la Sécu, on est médecin, on fait le même boulot. Ce qui fait qu'il y a certains médecins qui s'insurgent contre ça. Et j'ai pas fait 10 ans de médecine, dont 3 ou 4 de spécialisation, pour me faire guider ma conduite de médecin par rapport à mon patient. Je dois avoir mon libre arbitre et décider par rapport à mes connaissances ce qui convient exactement à mon patient. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre médecin ne vous connaît pas. Vous êtes allergique, par exemple, vous êtes hyperallergique, soit à un corticoïde, soit à un antibiotique. C'est très possible. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques à la pénicilline. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les vaccins, on intègre une quantité d'antibiotiques, de virus, de produits, qui fait qu'une fois que vous rencontrez à nouveau ces produits chimiques, eh bien votre système immunitaire les considère comme des ennemis. Et donc il va créer une allergie, qui peut mener à un œdème de Coinck et puis vous faire mourir si ce n'est pas traité dans les heures qui suivent. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces guides. Ah, vous avez ça, ok, alors c'est ça. Non, ça ne marche pas. Parce que, aujourd'hui, et de plus en plus, les patients sont tous encore plus différents. Pourquoi? Parce que les vaccinations ont induit une quantité de pathologies qui n'existaient pas avant. Aux États-Unis, je l'ai répertorié dans un de mes livres, des gens qui mangeaient des pommes de terre quand ils étaient enfants étaient devenus hyperallergiques après certaines vaccinations. Carottes, idem. Cacahuètes, arachides et autres, pareil. Il y a de plus en plus d'enfants aux États-Unis
qui sont hyper allergiques aux noix et aux noisettes, quelles qu'elles soient. On a déjà condamné des instituteurs aux États-Unis qui avaient donné une barre de chocolat dans laquelle il y avait des noisettes et un enfant a fait un œdème de coin et il en est mort. C'est pas de la faute de l'enseignant. C'est de la faute du laboratoire qui a fabriqué le vaccin dans lequel il y avait de l'huile d'arachide. Mais ça, on oublie toujours. C'est-à-dire que les vrais responsables ne sont jamais ni jugés, ni condamnés. On prend toujours un bouc émissaire. C'est systématique. Par exemple, est-ce que je peux en parler? Allez, je vais dire ça 2 minutes. L'autre, ça ne va pas lui plaire. Je sais. Il y a Régénère Belgique, là, qui a un problème parce qu'il y a un journal qui a écrit un article sur lui, et il aurait dit que l'autisme pouvait se soigner de telle et telle manière. Ok. Bon, moi, j'ai écrit sur les soins sur l'autisme. Hein. C'est pas du tout évident pour tout le monde. Et ça marche pas pour tous les autistes. En revanche, là, il risque d'être très ennuyé pour ce qu'il a dit. Mais c'est pas lui qui a créé l'autisme. C'est ça. C'est la seule chose. C'est sur ce point que je veux aller. C'est pas lui le coupable de l'autisme. C'est lui qui a dit qu'il pouvait faire quelque chose. Mais c'est pas lui qui a créé l'autisme. On sait, et ça c'est établi maintenant, en 2019, on sait que l'autisme peut être créé par les vaccinations et par les pesticides. On le sait. Il n'y a jamais eu autant d'autistes dans le monde aujourd'hui depuis qu'on a développé toutes ces campagnes d'hypervaccination. On peut mesurer, du point de vue statistique, l'évolution de la vaccination et l'évolution de l'autisme. Alors évidemment, il y a plusieurs types d'autisme. Quand vous avez un autisme génétique, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ces autismes génétiques. Et comme l'avait développé Roxoker, et ça a été soutenu par la science, comme l'avait développé Roxoker, l'autisme est une volonté fabriquée par nos élites pour créer des autistes Asperger. Alors évidemment, il y a beaucoup de laissés pour compte. Ce sont ceux qui ne sont pas Asperger, et il y en a de plus en plus. Parce que avoir un autiste Asperger dans sa famille, c'est presque une chance par rapport aux autres autistes. Et pourquoi est-ce qu'on ferait des autistes Asperger? Parce que ce sont les seuls qui sont capables de comprendre et de programmer l'intelligence artificielle. Et comme on va vers une société qui développe de plus en plus l'intelligence artificielle, comme vous le voyez avec les Gougou de Google ou les Alexa d'Amazon, ou les Siri de Macintosh, ou Google tout simplement sur vos téléphones portables, eh bien, seuls sont les autistes Asperger qui sont capables de véritablement comprendre le langage de l'intelligence artificielle. Donc, on les fabrique, on les conçoit. Alors, c'est affreux ce que l'on dit, mais c'est une vérité. Alors, pour en revenir à Régénère Belgique, il n'est pas responsable de ça. Il ne peut pas être considéré comme coupable de ça. Pourtant, il y a beaucoup de mamans, parce que souvent elles sont abandonnées par les papas, ou de papas, parce que ça existe aussi, qui sont abandonnés par les mamans, qui s'occupent de leurs enfants autistes, mais avec un dévouement extraordinaire. Et je dois dire que sont des gens merveilleux, merveilleux, et qui sont dans une grande souffrance au quotidien. Mais l'amour fait soulever toutes les montagnes les plus hautes, les plus élevées. Alors je vais reprendre. Ça va, Louloute? Oui. No comment. Voilà, elle fait la tête. Elle ne voulait pas que je parle. Tapis, je l'ai dit quand même. Ça me permet de parler un petit peu d'autisme. Et vous retrouvez ça dans tous mes livres. Hein. Je parle de l'autisme en permanence. Je parle d'une quantité de pathologies en permanence. Je parle des vaccins tout le temps. Je vous encourage à... Si vous voulez m'aider à m'acheter mes livres. Alors, bon, celui-là, c'est pas un livre qui se vend. Hein. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier.
Hein. L'Apocalypse médicale, et sociale, 2018, l'ère des révélations. Et c'est assez passionnant, évidemment, parce qu'il y a plein de chapitres différents. Et ça, c'est sur les vitamines et les suppléments. Et vous avez un chapitre extrêmement important de plus de 50 pages sur le saumon aujourd'hui. Alors le saumon aujourd'hui, je ne vous le conseille pas, et pour plein de raisons. Pourquoi? Pour plein de raisons. Bien parce que parce qu'il faut lire le chapitre. C'est trop long à vous expliquer. J'ai pas voulu le faire avant les fêtes pour pas bloquer les commerçants qui vendent ces produits-là, parce qu'ils les payent et pour pas les perdre en fait. Parce que c'est aussi difficile de lier l'économie, la vie, enfin tout ça. Mais si vous savez que le saumon est mauvais pour la santé aujourd'hui, le saumon d'élevage, mais le saumon naturel, c'est pas beaucoup mieux, à cause de toute la pollution qu'il y a dans les mers, eh bien si vous commencez à réduire votre consommation de saumon, je suis désolé pour les producteurs, peut-être qu'ils changeront leurs pratiques et qu'ils feront des saumons de meilleure qualité, d'autant qu'aujourd'hui, le Canada a autorisé, à travers Monsanto bien sûr, à travers toutes ces entreprises satanistes, la vente d'un saumon OGM. Alors vous avez le saumon traditionnel, bon, il est à peu près grand comme ça, le saumon OGM, il fait le double ou le triple. C'est extrêmement rentable. Mais je peux vous assurer que pour les diabétiques, c'est très 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 mauvais. Donc c'est dans mon bouquin, c'est dans le bouquin sur les vitamines. Alors, tu peux rappeler que tes livres, c'est exclusivement sur Amazon. Eh bien, dis-le. Je viens de le dire. Non, parce qu'on pose souvent la question sur le chat. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Louloute, elle a dit tu peux rappeler que tes livres sont exclusivement sur Amazon. Alors, pour les nouveaux venus, je vais en profiter parce que Amazon, ah ben non, alors là, moi, j'achète pas, je veux rien savoir. Alors, maintenant, je vais vous expliquer une chose. Je l'ai déjà expliqué, mais ça, c'est pour les retardataires. Je suis un auteur et un chercheur en sciences humaines, je ne suis pas un chercheur scientifique, en sciences humaines complètement indépendant. C'est-à-dire que je ne suis pas comme un chercheur du CNRS qui est payé, qui a un salaire, et puis après qui va gagner des sous quand il va sortir un bouquin, à travers une maison d'édition. Pourquoi j'ai choisi Amazon? Parce que je suis libre de publier ce que je veux, sans censure des éditeurs. Parce qu'il faut que vous sachiez que les éditeurs pratiquent des censures, même sans vous le signaler. Donc ça, je le refuse. Ils peuvent rayer des chapitres entiers en disant « ben non, ça je veux pas, ça je veux pas ». Il faut savoir qui possède les éditeurs et les maisons de presse. Ce sont les banquiers, ce sont les lobbies, les grands lobbies industriels, ce sont les banques. Donc tous ceux contre lesquels je suis obligé de me battre pour vous permettre d'accéder à ces connaissances. Alors évidemment, Amazon fait partie de ces gens-là, mais pour le moment, j'ai la possibilité non seulement d'éditer mes recherches, telles que je les ai écrites, et surtout que mes livres soient toujours disponibles. En revanche, chez un éditeur, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand vous n'êtes pas connu, ils vont vous laisser votre chance, mais ils ne vont pas vous faire de la pub, parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui fait qu'un an et demi... Non mais tu te rends compte? C'est l'Alexa. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle m'espionne. Loulou, s'il te plaît, ferme la porte. Ça ne la regarde pas. Donc... Non, c'est bon, elle ne vient pas. J'ai un petit Alexa comme ça et qui est dans la salle de bain pour écouter de la musique. Et je demande à Loulou de fermer la porte, puis elle ferme comme ça. La machine ne peut pas rentrer, c'est sûr. Donc, oui. Donc, si je suis édité par un éditeur et si je ne suis pas connu, et si mon livre n'a pas de succès parce qu'il n'y a pas de publicité, eh bien, souvent, l'éditeur va sortir le livre du commerce et il va le confier à un auteur qui est bien plus connu, bien plus médiatique,
et il va le lui faire réécrire. Ça veut dire que l'auteur qui a rien foutu va juste plagier le bouquin et le publier en son nom. Et là, il va avoir du succès. Donc ça arrive très fréquemment. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'auteurs, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Il n'y a jamais vraiment de nouveau. Ou alors, il y a un nouveau qui sort, on va lui donner un prix machin, un prix truc, et pour changer la donne, mais ça ne change pas grand-chose, en fait. Donc, pourquoi Amazon? Parce que j'ai ma liberté et que je touche mes droits d'auteur. Parce que vous avez beaucoup d'éditeurs qui vont séquestrer les droits d'auteur pendant 1 an. Alors, ceux qui peuvent attendre 1 an, c'est bien. Et il y en a qui ne peuvent pas. Et moi, je n'ai pas l'intention d'attendre 1 an pour toucher mes droits d'auteur. Et je n'ai pas d'avance de la part d'Amazon. Et je n'ai pas d'avance de la part d'un éditeur quand je commence à écrire, par exemple. Donc ça ne m'intéresse pas. Je veux rester libre, libre de choisir, libre d'écrire. Et j'ai la chance avec Amazon de pouvoir vendre mes livres dans le monde entier, ce qui est une opportunité extraordinaire. J'ai des gens qui l'ont acheté au Japon, en Australie, en Amérique, partout. Partout. Voilà, c'est possible. C'est possible. Donc c'est ce qui explique cela. C'est pourquoi je publie sur Amazon. Alors, quand vous dites « Ah, Amazon, je veux pas... » eh bien, tant pis pour vous, vous n'aurez pas accès à ces connaissances que je vous offre, qui sont hyper documentées, parce que c'est un travail d'universitaire, donc qui sont hyper documentées, avec des sources toujours présentes. Eh bien, vous n'y aurez pas accès. C'est tout. C'est un petit sacrifice à faire, et si vous refusez d'accéder à Amazon pour m'acheter un livre, quelque part, vous refusez mon travail, puisqu'il n'est disponible que là-dessus, que sur cette plateforme. Voilà. Alors, comme je disais, il est vrai que les médecins ne prennent plus le temps avec leurs patients et qu'ils ont des modèles de soins tout préparés par la sécurité sociale et les laboratoires pharmaceutiques qui imposent leurs produits assassins qui, s'ils fonctionnent en partie pour une pathologie, en créent une autre aussitôt après. Alors vous allez me dire, oh mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. C'est facile de dire les choses. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire un soutien derrière. La rentabilité exceptionnelle des produits de santé est fabuleuse, mais vraiment fabuleuse. C'est une fontaine de jouvence pour Big Pharma dont l'objectif inavoué est la destruction du patient. Plus il va mal, plus il est rentable. La maladie est un monstrueux fonds de commerce. Prenons l'exemple de l'ibuprofène. Une molécule miracle qui permet de supporter de nombreuses douleurs, mais qui, à long terme, a des effets gravissimes sur la santé, car il modifie la physiologie humaine, comme l'explique le docteur Mercola. Ouvrez les guillemets. La prise de 1200 g d'ibuprofène pendant 6 semaines, couramment utilisée dans les douleurs chroniques, a prouvé un hypogonadisme compensé. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que l'hypogonadisme. Une condition dans laquelle une réduction de l'hormone lutéinisante oblige le corps à travailler plus fort pour produire de la testostérone. Une situation pouvant conduire à un hypogonadisme manifeste lorsque les niveaux de testostérone baissent. Vous voyez jusqu'à quel point un médicament peut aller dans la biologie humaine pour modifier ce qu'il y a de fondamental chez l'homme, sa production de sperme. Et après, on se demande comment se fait-il que les gens sont de plus en plus stériles. Entre autres, à cause des médicaments, entre autres, il n'y a pas que cette raison-là. Les données démontrent que le nombre de spermatozoïdes humains et leur concentration sont en baisse dans le monde entier, probablement en raison de multiples facteurs, notamment l'exposition à des produits chimiques perturbant le système endocrinien, la température, le mode de vie et le poids, pour ne citer que quelques exemples. Beaucoup prennent de l'ibuprofène en quantité supérieure à celle recommandée, malgré de nombreuses études démontrant qu'il est associé à des lésions du cœur, des muscles, des reins et du foie. Évidemment, si vous en abusez, vous risquez des lésions du cœur, des muscles, des reins et du foie. Et ces pathologies-là, vous les retrouvez aussi suite à des vaccinations. Un contrôle de la douleur sans médicament est possible dans de nombreux cas. Donc, il faut encourager le patient à s'assurer de dormir au moins 8 heures, et par nuit,
et limiter radicalement sa consommation de céréales et de sucre et de lactose, entre autres, afin de minimiser l'inflammation. Optimiser évidemment le niveau de vitamine D et essayer l'EFT, les techniques de liberté émotionnelle. Alors la vitamine D, j'en ai parlé dans mon livre sur les vitamines. Il y a tout un chapitre dessus qui vous explique, il y a d'autres vitamines aussi qui sont expliquées, pour vous permettre justement d'améliorer votre état de santé parce que vous êtes en déficit, la plupart d'entre vous, et la plupart d'entre nous. Pratiquement 80% de la population mondiale est en déficit de magnésium. Or, le magnésium est un minéral indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire et au système neurologique. Alors, le docteur David Kaufman de l'Université de Boston déclare que nombre de patients prennent des doses dangereusement élevées d'ibuprofène et 15% en prennent plus que la dose maximale. Ainsi que d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça veut dire qu'on est arrivé à une période de la société où les gens ne supportent plus la douleur. Dès qu'il y a douleur, il faut soigner immédiatement avec un médicament. Or, si on n'est pas capable de gérer sa propre douleur, si on n'est pas capable pour soi-même de gérer sa propre douleur, comment est-ce qu'on peut gérer sa colère? Comment est-ce qu'on peut gérer sa passion? On ne peut rien gérer. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de la petite plume de Dumbo, l'éléphant volant, pour savoir voler. Vous retirez la plume, vous tombez. Non. Non. Il faut savoir résister le mieux possible en essayant de fabriquer soi-même sa cortisone, soi-même ses anti-inflammatoires. Regardez par exemple les grands marcheurs, les marathoniens ou les grands coureurs. Courir pour eux, c'est une drogue. Pourquoi? Et c'est une véritable drogue puisque dans le cerveau, il y a une quantité d'endorphines qui sont fabriquées et qui apportent un soulagement au corps, même s'il y a de la douleur et de la souffrance. Donc on a cette capacité, le cerveau humain a d'énormes capacités qu'on endort à travers tous ces médicaments. Alors, ces médicaments peuvent avoir de graves effets secondaires, notamment des saignements gastro-intestinaux et des crises cardiaques, et sont souvent pris sans surveillance médicale, car de nombreux produits sont disponibles en vente libre. Alors, je vous ai déjà expliqué que pour éviter... Alors, vous pouvez avoir une crise cardiaque et en mourir, mais vous pouvez avoir une crise cardiaque et ne pas en mourir si vous êtes supplémenté suffisamment en vitamine D3. C'est dans mes livres. Évidemment, il y a des imbéciles de journalistes qui sont souvent ignorants, qui vont dire « Oui, les vitamines, c'est comme Arte avait fait un docu sur les vitamines et les suppléments en se moquant bien. » Mais c'est drôle parce que tous les grands médecins, ils vous parlent que de ça. Mais les mauvais journalistes, ils vous parlent justement de l'inverse. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en fait secrètement pour Big Pharma pour permettre justement la diffusion le plus possible de ces médicaments au détriment des suppléments naturels, vitamines et minéraux, et d'une bonne alimentation, qui évitent tout simplement de prendre des médicaments. Évidemment, ce n'est pas rentable. Alors, ces médicaments sont souvent pris sans surveillance médicale, car de nombreux produits sont disponibles en vente libre. Alors, ce n'est pas parce que l'ibuprofène ou même l'aspirine sont des médicaments en vente libre que vous pouvez en abuser. Ce n'est pas des Smarties. À chaque fois, ça a des conséquences sur le métabolisme. Il faut le savoir. Il faut pas... C'est pas des bonbons. Et encore, les bonbons, aujourd'hui, il y a tellement d'acidité produite à travers ces bonbons que ça provoque d'énormes pathologies. Le fait de dépasser la limite journalière est associé au fait que les utilisateurs peuvent choisir leur propre dose indépendamment du mode d'emploi de l'étiquette et mal connaître les limites de dosage. C'est pas parce qu'un médicament vous fait du bien un jour que vous pouvez en prendre 2 ou 3, comme dans les films où on voit les gens là pour se soulager, ils se prennent des tonnes de médicaments puis après ils vont mieux. Ça marche pas comme ça. Vos organes réagissent. Vous pouvez flinguer vos reins, vous pouvez détruire énormément de choses à l'intérieur, faire saigner vos intestins, simplement parce que vous avez pris trop de ces médicaments. On le voit bien chez les vétérinaires, combien de chiens décèdent suite à des vaccinations parce qu'elles n'ont pas été dosées par rapport au poids. Et c'est pareil pour les enfants.
Pourquoi il y a des enfants qui sont devenus autistes? Parce que la dose de mercure dans les vaccins était bien trop élevée par rapport au poids de l'enfant. Ça, c'est aussi dans mes bouquins. Les analgésiques courants en vente libre ne sont pas aussi sûrs que vous pouvez l'imaginer, bien que fréquemment utilisés, ils entraînent une longue liste d'effets secondaires à court et à long terme, notamment une perte auditive, des crises cardiaques et désormais une altération de la physiologie testiculaire chez l'homme. D'autre part, l'ibuprofène a également une incidence sur la flore intestinale au point de la perturber. Il est donc nécessaire de renforcer la flore avec des cures de probiotiques, prébiotiques au quotidien. Car si la flore intestinale ou le biome intestinal sont perturbés, la santé mentale en pâtit. Et ça, vous le verrez dans mon dernier livre où j'en parle. Et d'ailleurs, concernant l'autisme et les troubles psychologiques. Alors la règle, s'il en existe une, est de prendre le moins possible de médicaments de Big Pharma, si et seulement si c'est possible. Car les médicaments se substituent à l'auto-guérison et prennent la place du système immunitaire après l'avoir détruit. Les vaccins, par exemple, détruisent le système immunitaire, ce qui explique les maladies consécutives à ces vaccinations, qu'on nomme aujourd'hui maladies auto-immunes. Dans la nature, c'est très très rare d'avoir de maladies auto-immunes. Regardez les animaux dans la nature, on peut dire tout et n'importe quoi, mais ils ne souffrent pas de maladies génétiques la plupart du temps ou de maladies auto-immunes. C'est assez rare, assez rare. En revanche, chez les humains, il y en a de plus en plus. À tel point que les médecins ne savent pas comment les soigner. C'est pas eux qui les soignent. C'est Big Pharma qui a créé les maladies et qui produit des protocoles de médicaments, étrangement, qui ne les soignent pas, qui les maintiennent. Notez que je ne dis pas qu'il ne faut pas absolument ne pas prendre de médicaments, mais seulement si la pathologie le permet. Ce qui est à étudier avec un médecin, ce qui est contradictoire car le médecin vit de ses prescriptions. Vous voyez, c'est un peu le monde à l'envers. Alors il y a pour sa santé des règles à suivre, comme par exemple celle-ci. Et alors là, je m'insurge contre certaines personnes que je trouve criminelles, qui proposent de faire des jeûnes de 3 jours, par exemple, ou plus, sans rien. Vous jeûnez sans eau, sans rien. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que là, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital si vous avez une faiblesse au rein. C'est criminel. Ces gens qui font ça sont des criminels. Ce sont des pompiers pyromanes. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Dame Louloute se marre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est ton petit jeu. Dame Louloute, un commentaire. Aujourd'hui, il est venu à côté, je ne sais pas pourquoi. Tu la vois bouger, elle est comme ça, elle est comme ça. Là, je vais redescendre. Non, tu peux rester, il n'y a pas de problème, tu ne déranges personne. Là, j'ai rendez-vous avec Fatima. Ah, Fatima. Ah, notre amie Fatima. Alors, elles vont faire des brioches ensemble. Alors, pratiquez un jeûne intermittent afin de faciliter la perte de poids pour aider à réduire le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, qui est causé par les vaccinations, et les maladies cardiaques et le cancer, également causés par les vaccinations. Le jeûne intermittent couvre une variété d'horaires de repas différents, mais implique généralement de couper les calories en tout ou partie, soit quelques jours par semaine, tous les 2 ou 3 jours. Lorsque vous mangez tout au long de la journée et ne sautez jamais ou rarement de repas, votre corps s'adapte à la combustion du sucre comme principal carburant, ce qui régule les enzymes qui utilisent et brûlent les graisses stockées. Les recherches confirment que le jeûne peut effectivement inverser le diabète de type 2 en un laps de temps relativement court. Il a également été démontré que le jeûne déclenche la régénération du pancréas chez les diabétiques de type 1 et de type 2. Le jeûne, ça ne veut pas dire que vous ne buvez pas. Vous buvez de l'eau. Ça s'appelle un jeûne hydrique, c'est-à-dire jeûner, ne pas manger pendant un nombre d'heures déterminé, mais vous pouvez boire pour soutenir vos reins. Qu'est-ce qui lâche quand vous êtes dans le désert? La première chose qui lâche, au bout de 2-3 jours, ce sont vos reins.
Et là, vous mourrez. Parce que vous n'avez pas d'eau. L'eau est indispensable. Donc les gens qui vous proposent de faire des jeûnes sans eau prennent des risques fondamentaux avec votre santé puisqu'ils ne la connaissent pas. Donc c'est criminel. Ces gens-là devraient être mis en prison. Si vous débutez avec le concept de jeûne intermittent, commencez par sauter le petit déjeuner. Déjeuner et dîner dans un délai de 8 heures et arrêtez de manger 3 heures avant d'aller dormir. Donc vous comprenez que pour le jeûne, il faut au minimum 8 heures d'écart entre la prise d'aliments, la première et la seconde. Il faut établir ce protocole pour permettre de régénérer le pancréas. Et vous ne mangez pas 3 heures avant d'aller vous coucher. Le jeûne intermittent est une approche puissante qui facilite la perte de poids et qui aide à réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et même le cancer. Les recherches soutiennent de manière écrasante l'idée selon laquelle le fait d'abandonner l'approche de 3 repas par jour en faveur du jeûne intermittent peut faire des merveilles pour la santé, car votre corps n'est tout simplement pas conçu pour être nourri en permanence. Les recherches du docteur Satchidananda Panda suggèrent que 90% des personnes mangent 12 heures par jour et beaucoup plus longtemps. Regardez les Américains, mais c'est pas tant de leur faute, parce que l'obésité en Amérique, c'est l'une des premières causes de mortalité aux États-Unis, après les maladies du cœur qui sont liées aux vaccinations. Regardez leur alimentation, c'est des hamburgers, des cheeseburgers, des machins. On sait très bien que dans la composition d'un cheeseburger, il y a ce qu'on appelle des pickles, des éléments qui sont acidulés, comme alors il y a des oignons, mais surtout des cornichons, des choses comme ça, qui vont exciter les sucs gastriques pour digérer rapidement l'aliment, et encore rapidement, mais surtout donner une sensation de faim, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à satiété, ce qui fait qu'ils vont manger toutes les 2 heures des hamburgers qui coûtent que dalle, qui coûtent $2, donc c'est rien du tout, et ils vont manger, puis ils vont devenir énormes. Regardez le documentaire qui a été fait, qui s'appelle Super Size Me, sur l'alimentation américaine et sur les risques encourus suite à ce type d'alimentation des fast-foods. Donc malheureusement, comme le dit le docteur Satchidananda Panda, le fait de trop manger 12 heures par jour, crée un désastre métabolique qui va clairement faire des ravages avec ce métabolisme au fil du temps. Le jeûne intermittent signifie généralement de ne pas manger pendant au moins 14 heures consécutives par jour. Cependant, ne pas manger pendant 16 à 18 heures est probablement plus proche de l'idéal métabolique. Cela signifie que vous ne mangez que de la nourriture dans un délai de 6 à 8 heures. Donc tout est clair. Regardez les loups dans la nature, en général, sont en très bonne santé, mais ils ne mangent pas tous les jours. Regardez dans les cirques, les animaux ont une journée de jeûne par semaine. Ils ne mangent rien. Pour leur métabolisme. Alors, le cycle d'alimentation de l'alimentation et du jeûne imite les habitudes alimentaires de nos ancêtres et restaure le corps vers un état plus naturel qui permet une foule d'avantages biochimiques. Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus évident que le corps ne peut pas fonctionner de manière optimale quand il y a un apport continu de calories. Pour commencer, lorsque l'on mange tout au long de la journée sans sauter de repas, le corps s'adapte à la combustion du sucre comme principal carburant, ce qui régule les enzymes qui utilisent et brûlent les graisses. En conséquence, le métabolisme devient progressivement plus résistant à l'insuline et à prendre du poids, et la plupart des efforts pour perdre du poids deviennent inefficaces. Donc c'est pas la peine d'aller prendre des gélules de ci ou de ça, c'est pas ça qui fera maigrir. Non, c'est l'alimentation. C'est gérer son alimentation et ses horreurs, et ses horaires à la lettre. Il est important de réaliser que pour prendre de la graisse corporelle, votre corps doit d'abord être capable de réellement brûler ces graisses qui sont déjà accumulées. Le jeûne et ou une alimentation cétogène cyclique, c'est comme ça qu'on l'appelle,
sont deux moyens puissants de passer de la combustion des glucides à la combustion des graisses. Pour des résultats optimaux, il est toujours préférable d'utiliser les deux méthodes car ces stratégies se renforcent mutuellement, permettant des résultats plus rapides. Pour en savoir plus à ce sujet, pourquoi le jeûne intermittent est-il plus efficace combiné au régime cétogène? Eh bien, je mettrai le lien dans le bouquin. Vous aurez toute une recherche qui a été faite là-dessus, justement. Bon, eh ben, on va arrêter là, hein, parce qu'il faut qu'on aille chez notre amie Fatima, hein, c'est la Malékou, et on va faire un petit peu de pâtisserie. Je vous remercie pour votre écoute attentive, permanente. Je vous remercie tous ces gens formidables qui nous suivent, parce que vous êtes formidables, on le voit bien. Bon, en dehors des trolls qu'on élimine au fur et à mesure. Je vous remercie. Nous vous remercions. Lolo, tu as un petit message? Non, oui, moi je remercie aussi beaucoup toutes ces personnes qui me laissent des messages, très gentils. C'est touchant. Un gros sourire. Et puis gros bisous à Monique. Ah oui. Ah, Voilà. ah, Monique. Très bien. Et à Pascal. Et à Pascal. Et à Gégé. Et à Gégé. Très bien. Merci. Et à tous les autres. Et à tous les autres. Bon, je vous remercie pour votre écoute attentive. Et puis je vous dis peut-être à demain ou peut-être pas. Je ne sais pas. Ce sera la surprise du chef. Salut!